Je m'appelle Pierre Gillot. Bienvenue et merci d'être venu à cette session sur le DevOps et la transformation numérique. Pour me présenter, je suis ce que l'on appelle un solution architecte. Donc je travaille dans le cloud sur la solution Azure de Microsoft. Et donc en effet, lorsqu'on parle de cloud, on parle très souvent d'agile, on parle très souvent de DevOps. On parle très souvent de transformation numérique et ce sont un peu les trois sujets que je vais vouloir aborder avec vous aujourd'hui. Donc ça tombe bien, on est quand même dans l'Agile Tour, donc je pense qu'on est dans le domaine. Juste pour faire un peu rapidement et en attendant que tout ça chauffe, qui a déjà initié un cycle de développement agile? C'est tout? Pour un Agile Tour, qui fait du DevOps au quotidien? Très bien. Qui est développeur dans la salle? Super. Qui est à l'exploit? Pas d'exploit aujourd'hui? Qui fait partie du board dans l'entreprise dans laquelle vous êtes? Ok. Très bien. Donc, exploit, dev, board, business, tous ces gens-là sont des gens qui travaillent ensemble, justement sur les process DevOps. Et on va voir petit à petit que, en effet, c'est dans la partie DevOps, ce qui est important, c'est une culture de collaboration. Et on va le voir au fur et à mesure de cette présentation. On va faire juste un petit passage sur justement la transformation numérique, qui est un sujet dont on entend énormément parler dans tous les médias. Et puis ensuite, on va parler un peu de DevOps. On va essayer de définir un peu ce que c'est. Et puis on va voir à la fin si on atteint nos objectifs. J'ai un petit souci de retour sur le timing. Est-ce que Léa, tu pourras me dire quand il manque 10 minutes, par exemple, si tu restes? Merci beaucoup. J'ai pas de retour. On commence simplement par quelques chiffres clés. Lorsqu'on regarde le paysage aujourd'hui des applications, de ce qu'elles sont, ce qu'elles deviennent, ce qu'elles font, vers qui elles vont, ce que l'on voit, c'est qu'on a de plus en plus d'applications qui sont complexes, disponibles partout, qui changent très rapidement, qui utilisent des services, qui sont elles-mêmes des services ou qui sont un enchaînement de services. Et puis ce que l'on voit sur les investissements et sur les retours sur investissement, ou les bienfaits que l'on peut tirer de ces nouvelles catégories d'applications, on voit qu'il y a des retours sur investissement qui sont extrêmement élevés d'un point de vue financier, et puis surtout d'un point de vue business. Donc on se rend compte que lorsqu'on investit $1 dans une solution, eh bien on a des retours d'investissement sur 5 ans qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de dollars en utilisant ces technologies et ces techniques. Et puis lorsque l'on demande justement aux gens du business ce qu'ils pensent de cette transformation digitale, ce qu'ils en attendent, eh bien en fait ils en attendent deux choses importantes, même si on en voit trois ici, mais il y en a deux qui sont associées. C'est la génération de chiffre d'affaires, donc l'amélioration du chiffre d'affaires, l'amélioration du business, et les deux autres points qui sont le client. La satisfaction du client ou l'efficacité vis-à-vis du client, ou tout du moins, c'est mettre le client au centre des besoins et de traiter ces besoins-là et de générer du coup beaucoup plus de revenus. Si on regarde ce qui se passe chez nos petits camarades de jeu, vous connaissez tous ces sociétés-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'elles ont en commun, ces sociétés ? Exactement, c'est bien ça. Ce sont des software companies, comme il est écrit ici. Netflix, il y a belle lurette qu'il ne livre plus les DVD par courrier comme il le faisait à l'origine. Uber ne possède pas une seule voiture. Skype n'est pas un opérateur telco. Et Amazon, là aussi, il y a belle lurette qu'ils ne vendent plus que des livres. Et Amazon est un cas très intéressant parce qu'avec leur marketplace, ils permettent à n'importe qui de vendre n'importe quoi à n'importe qui d'autre. Et tout ça via justement des solutions applicatives de type web, mobile, tablette, etc. sur tous les devices. Et lorsque on essaye de classer un peu les entreprises qui existent aujourd'hui et qui fournissent des services aux utilisateurs, eh bien, si on essaye de faire un cadran sur les axes de l'innovation et sur les axes de l'innovation dans l'entreprise, eh bien, les quatre sociétés dont on a parlé tout à l'heure, on va les retrouver sur le cadran en haut à droite. Et on se rend compte que ce sont des gens qui maximisent leurs revenus, ce sont des gens qui ont d'excellentes parts de marché et qui continuent à croître dans leurs parts de marché dans les nouveaux business qu'ils viennent de créer. Et ce sont des gens qui ont des parts de marché très élevées.
Voilà. Donc, on parle toujours de transformation numérique. La transformation numérique, on voit le résultat ici. Tous ceux qui lancent la transformation numérique et qui vont au bout de cette transformation sont des gens qui commencent à générer du revenu, à grignoter des parts de marché et avoir une bien meilleure rentabilité que les autres. Pour preuve, maintenant, lorsque on demande aux dirigeants de toutes les compagnies un peu ce qu'ils attendent ou quelle est leur priorité dans le cadre de la transformation digitale, eh bien justement c'est de transformer le business, c'est d'améliorer le business. Et c'est le point numéro 1. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la transformation digitale, numérique? C'est de transformer le business, d'améliorer le business. Et si on prend une photo aujourd'hui, justement, de la catégorisation des entreprises, à ce jour, plus de la moitié des Fortune 500 sont des entreprises qui ont moins de 16 ans. Ce sont des entreprises qui ont l'âge de ma fille. Ce sont des ados. Ce sont des très jeunes pousses. Et pourtant, ce sont parmi les plus grandes sociétés de notre monde aujourd'hui. Et si on projette un petit peu plus loin, si on regarde le S&P 500 de 2026, 75% des entreprises seront des entreprises qui seront encore plus jeunes. On va estimer aux alentours de 12 ans. Donc le business aujourd'hui, c'est un business qui va très vite, c'est un business qui est excessivement changeant et c'est un business qui a énormément d'exigences. Et quand je dis excessivement changeant, en effet, c'est notre constante. La seule chose que l'on sait, la seule chose qui est constante, c'est que c'est le changement. Tout change en permanence. On a des nouveaux acteurs avec du nouveau business. On a des exigences de la part des utilisateurs qui sont de plus en plus fortes, et de plus en plus rapides, de plus en plus catastrophiques lorsqu'on ne suit pas ces exigences-là. Avec ces exigences, on a des marchés de niche qui sont des marchés très puissants, sur lesquels certains acteurs s'engouffrent facilement. Je parlais de ma fille de 16 ans tout à l'heure. Snapchat, c'est un peu la révolution chez les ados. On n'est pas ado si on n'a pas Snapchat. Et pourtant, Snapchat, ça fait quoi? Une chose, s'envoyer des photos avec des petits trucs rigolos dessus. Donc on est vraiment dans ce perpétuel changement, et Snapchat, pour l'histoire, il y a 2 ans de ça, c'était un peu naze, quoi. Ah, tu utilises Snapchat, c'est un peu naze. Et aujourd'hui, c'est trop de la balle d'avoir du Snapchat. Donc on est vraiment dans un changement qui est permanent, avec des modes qui sont très rapides, et avec des exigences de la part des utilisateurs qui sont excessivement fortes, et qui doivent être tenues. Et pour ça, en effet, il n'y a pas 150 solutions, il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on ne fera pas partie des 50% des Fortune 500 ou des 25% des S&P, etc., etc. Pour s'adapter, il y a pareil, là aussi, il n'y a pas beaucoup de stratégies qui sont en cours, mais il y en a une qui fonctionne très bien en ce moment. Pour s'adapter, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le client au centre. C'est le client qui compte aujourd'hui, c'est l'utilisateur final. Et le client, on va pouvoir l'adresser sur son expérience, ce qu'il veut dans son application, le fait qu'on s'adresse à lui et pas à quelqu'un d'autre, qu'on sache d'où il vient, ce qu'il veut, ce qu'il attend. Avant même qu'il ait fini de poser sa question, il faut qu'on ait déjà un certain nombre de réponses qui sont pertinentes pour lui. On va s'intéresser au client en le mettant au centre aussi pour ses besoins d'innovation. Aujourd'hui, si on n'a pas la montre X, le bracelet bidule, le device chose, etc., si on n'est pas présent sur ces devices-là, on ne va pas être très bon en termes de business. Donc c'est le client qui va nous dicter les devices, les terminaux, les typologies d'applications qui seront nécessaires. Et puis un des piliers, peut-être même un des plus gros, on met le client au centre en mettant ses données au centre. Et donc on va s'occuper de sécuriser très fortement les données de nos clients. Donc en mettant le client au centre, on aura la capacité à s'adapter puisque c'est lui qui va nous dicter ses envies, ses besoins, ce qu'il souhaite avoir dans ses applications et ses services. Et surtout, on va garder sa confiance en ayant une sécurité extrêmement élevée. Parmi les 4 applications dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont uniquement des software compagnies, est-ce que vous avez entendu parler d'une fuite de données concernant les numéros de carte bleue chez Uber? Jamais. Aujourd'hui, si j'en lance mon appli Uber et que je prends en photo ma carte bleue, je ne me pose pas de questions, c'est Uber. Pas de problème. Est-ce que vous avez entendu parler d'un problème de sécurité, une fuite d'informations clients chez Amazon? Non. Donc Uber, Amazon, Netflix, tous ces acteurs-là sont des acteurs qui mettent le client au centre et qui insistent plus que terriblement sur la sécurité.
La sécurité est la priorité numéro 1 de nos clients, donc la nôtre. Et c'est le seul moyen de garder la confiance des clients, c'est en assurant la sécurité et en mettant en œuvre dans nos applications tous les éléments qui font que la sécurité sera conservée et la confiance des clients sera conservée aussi. Voilà un des moyens justement de pouvoir s'adapter. Et j'ai pris un petit peu d'avance sur ce que dit notre CEO chéri et adoré. Ben oui, mettre les gens au centre de nos préoccupations. Et mettre les gens au centre de nos préoccupations, ben je l'ai dit tout à l'heure, il y a ces 3 axes, hein, le client. Et en fait, le client, c'est quoi? C'est pouvoir lui fournir des informations et une écoute et des réponses en temps réel. Je veux savoir si un Uber est à moins de 5 minutes de chez moi. Ben oui, en effet, je veux le savoir tout de suite. Je veux savoir si le dernier épisode de Walking Dead est sorti. Ben oui, je veux le savoir tout de suite. Je me mets devant ma télé et je veux savoir si Walking Dead, l'épisode 1 de la saison 7, est sorti. D'ailleurs, vous savez qui est mort? Qui a vu épisode 1 de Walking Dead? Ne me le dites pas parce que j'ai pas vu. Mais enfin, ce serait Glenn, c'est ça? Bon. Donc, être réactif, être toujours présent, avoir une réponse pour les utilisateurs. Et cette réponse, elle est personnalisée. Elle est personnalisée parce que quand c'est moi qui pose la question à Netflix en disant « je veux le premier épisode de Walking Dead », ben je m'attends que Netflix ne me fasse pas un spoil sur le fait que c'est Glenn qui a été tué ou pas. En revanche, lorsque ce sont mes petits camarades de jeu qui ont déjà vu les épisodes, eh bien ça ne gêne pas d'avoir le synopsis, etc. Donc pour ça, il faut savoir que j'aime bien cette série, que je la regarde régulièrement, mais que je n'ai pas vu l'épisode numéro 1 de la saison 7. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, on l'a, toutes ces informations-là, on les a. On les a parce que tous les jours, on a nos devices, nos téléphones, nos montres, nos consultations Internet, nos consultations applicatives. Toutes ces infos, on les a. On a une marée de données qui est disponible, que les utilisateurs veulent bien nous confier. Et ce qu'il faut, c'est justement les utiliser à bon escient, de la manière la plus sécurisée possible et de la manière la plus judicieuse et intelligente possible pour pouvoir fournir du contenu en permanence à nos utilisateurs au travers d'applications et au travers d'applications intelligentes. Voilà un petit peu, si on voulait faire les choses rapidement, en quoi consiste la transformation numérique. S'appuyer sur les gens, mettre les gens au centre de nos préoccupations, transformer les produits, en particulier créer des services, des nouveaux services ou une nouvelle façon de consommer les services et optimiser en permanence. Avoir un cycle d'optimisation et d'amélioration continue qui améliore en permanence les produits vis-à-vis des utilisateurs. Pardon. Des animations, très important. Si on devait se projeter un petit peu dans l'avenir, donc on parle beaucoup de transformation numérique. La transformation numérique, c'est vachement bien. La transformation numérique, ça va nous donner des sous. La transformation numérique, ça va nous faire gagner des parts de marché. Si on regarde un petit peu l'avenir, ben l'avenir, c'est que dans pas très longtemps, on aura à peu près 1 million d'activations par heure de nouveaux devices. 1 million par heure. Et dans les nouveaux devices, il y a quoi, à votre avis? Des montres, des baskets, des téléphones, des laptops, des habits, des boutons. Ah, très bien celui-là. Des boutons, des dash buttons. En effet, donc il y a énormément de devices qui sont en préparation aujourd'hui chez la plupart de nos clients, dont ceux que vous avez vus là-bas. Donc on a de plus en plus de devices qui sont non seulement capables de rendre des services simples, atomiques, mais surtout qui sont capables de remonter encore de l'information. Je reprends l'exemple du Dash Button d'Amazon. Qui connaît Dash Button? Dash Button, c'est une invention qui est juste géniale. C'est un petit bouton qui ne fait qu'une seule chose, c'est commander un produit particulier lorsqu'on appuie dessus. Alors, au début, vous allez dire, c'est un peu débile, parce que quand je fais mes courses, moi, mon caddie, il est rempli de 325 articles. Je ne vais pas avoir 325 boutons à la maison. Non. En revanche, le dash button de skip liquide concentré à l'aloe vera hypoallergénique, ben, je peux le coller sur ma machine à laver. Donc quand je fais ma lessive et que je vois que ma bouteille arrive à la fin, eh ben, je remets la bouteille à sa place et j'appuie sur le bouton. Le lendemain, j'ai mon skip liquide qui arrive. Et c'est comme ça pour beaucoup d'autres produits. Donc ça paraît vachement bien. Le bon côté pour l'utilisateur que nous sommes, c'est de dire mais je ne manquerai plus jamais de skip liquide, parce qu'à chaque fois que je sais qu'il m'en manque un petit peu, j'appuie et hop, ça y est, j'ai mon skip liquide. En revanche, côté Amazon, c'est super bien.
Je connais la fréquence à laquelle le skip liquide est commencé. Je sais à quelle période il fait ses lessives, puisque en fait, lorsqu'il appuie sur le bouton, j'ai une date et une heure. Donc je sais que les lessives ont lieu le lundi, le mercredi et le samedi, aux alentours de 19 h. C'est vachement bien comme info, ça, pour faire du big data. Et ainsi de suite. Donc on va avoir une quantité de devices vachement élevée, qui va être activée en permanence et qui va produire des données en temps réel, pour lesquelles il faudra prendre des décisions en temps réel. Et pour prendre ces décisions en temps réel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait du big data, de l'analytics, de la data vise, etc. C'est vachement bien. Mais quand on va avoir des millions d'activations heure, dans nos petits data centers, ça va être un peu compliqué de faire des calculs comme ça. Et c'est pour ça que plus de la moitié des traitements informatiques seront faits dans le cloud. Alors moi, je suis très content, je suis architecte cloud. Ça va me faire des sous d'ici 2025. Mais en tout cas, on va avoir vraiment ce type de révolution. Donc la transformation numérique, elle est basée sur cette assumption qui est que, justement, plus on va avancer dans le temps, plus on aura des objets qui vont nous aider, et plus ces objets qui vont nous aider vont fournir des informations assez riches pour qu'ils puissent nous aider encore plus, et pour lesquels il y aura de plus en plus de traitements à faire dans le cloud. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez l'âge moyen qui baisse de plus en plus sur les sociétés qui font partie des meilleures sociétés en termes de rentabilité ou d'efficacité. Elles vont avoir à peu près une douzaine d'années par rapport aux 16 ans aujourd'hui. Voilà un peu comment se prépare l'avenir. Alors comment justement on va le préparer, cet avenir? Eh bien, on va utiliser les technologies qui vont avec. On va améliorer notre productivité, on va parler de DevOps là d'ici quelques instants. On va utiliser des méthodes de développement de type agile, on va faire des choses comme du DevOps, on va utiliser des outils qui sont faits pour faire des choses comme du DevOps, pour avoir une amélioration continue, un cycle de déploiement, un cycle de développement continu, et donc être toujours à l'avance du marché et toujours être là à répondre aux besoins des clients. On va utiliser des plateformes de type cloud. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, le cloud est tout à fait adapté à ce genre d'application? Je suis un peu sourdingue, il faut parler fort avec moi. Alors, on ne paie que ce que l'on consomme. On a le pouvoir des géants, parce qu'on a des dimensions de cloud, mais on paye que 10 centimes de l'heure. Vous vous rendez compte? Avoir la puissance et la capacité d'un Facebook en payant 10 centimes de l'heure. Donc ça veut dire qu'on peut commencer avec des produits qui sont tout petits, donc on revient au DevOps avec le Minimum Viable Product, etc. Je vais le payer 10 centimes. Tout à l'heure, dans la présentation, on parlait de fail fast, fail safe, et moi je rajoute fail cheap. Fail fast, fail safe, fail cheap. Je peux tester ma nouvelle appli, ça va me coûter 10 centimes. Mon appli était une idée naze, ça m'aura coûté 10 centimes. Si je l'avais fait dans un data center, mon idée m'aurait coûté 10 millions de dollars, elle était toujours aussi naze. Mais j'aurais perdu 10 millions de dollars moins 10 centimes. Donc le cloud aujourd'hui, c'est vraiment la solution de scalabilité, de fiabilité et de mise à disposition. Le cloud, c'est mondial. Je lance mon appli New Uber et je la lance de manière mondiale. Comment je fais dans le cloud? Un clic. Et du coup, elle est disponible sur la planète entière en un seul clic. Voilà. Donc le cloud va nous aider en rapidité, en économie et en robustesse. Voilà. Et puis la partie intelligente, en effet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va utiliser de plus en plus de données et on va utiliser le cloud et les services qui sont dans le cloud pour pouvoir traiter ces données. Et puis, pour en terminer avec la transformation numérique, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire si on voulait se transformer numériquement aujourd'hui? Il faudrait développer des nouvelles applications ou il faudrait plutôt moderniser les applications existantes? Exactement. Exactement. Les deux. Moderniser les applications existantes, c'est je suis une banque aujourd'hui et j'ai une appli mobile qui est vachement pratique parce qu'avant de pouvoir accéder à mon compte, je dois recevoir 18 coups de fil, 4 emails, un courrier écrit, un recommandé avec accusé de réception, etc. C'est plus possible ça aujourd'hui. Ça a beau être une appli de banque, il faut que cette appli de banque elle soit disponible immédiatement et que je puisse être reconnu sur mon téléphone avec mon empreinte digitale pour pouvoir faire une demande de crédit avec mon empreinte digitale, pour pouvoir solder mes comptes avec mon empreinte digitale, et ainsi de suite. Donc là, oui, en effet, il faut moderniser les applications existantes. Ça fait partie de la transformation numérique. Mais est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Moderniser, rendre en service les applications existantes, c'est un point de la transformation digitale. Souvenez-vous du cadran tout à l'heure avec les digirati et les laggers et les fashionistas, etc. Mais si on veut être dans les digirati, il faut faire les deux. Un, je dois moderniser mes applis existantes et il faut que je trouve le moyen de le faire et de le faire vite et bien et pas cher.
Et 2, il faut que j'invente des nouveaux services, il faut que j'invente des nouveaux business. Je prends l'exemple de Uber à nouveau. Uber, très bon client. Est-ce que vous savez comment c'est né Uber? Vous avez l'histoire? Exactement, c'est grâce à Paris. Le monde peut être reconnaissant à Paris et aux taxis parisiens. C'est qu'en effet, lorsqu'il est arrivé à Paris avec son associé, il a cherché un taxi, il a galéré, c'était une mauvaise période, il y avait mauvaise météo, etc. Enfin, il y avait plein d'éléments qui faisaient que les taxis étaient très difficiles à trouver pour lui. Et il s'est dit quand même, il ne pourrait pas y avoir un truc où j'allume mon téléphone et puis je peux avoir quelqu'un qui est à moins de 5 minutes et qui en plus me le dit et qui vient me chercher. Super idée. Il a créé une nouvelle industrie, c'est une industrie qui n'existait même pas. Donc la transformation numérique, c'est ça aussi. Je modernise ce qui existe parce que mes clients sont de plus en plus exigeants, mais en plus, je crée des nouvelles industries. Je ne crée pas des nouveaux services ou des nouvelles façons de consommer, je crée des nouvelles industries. Et c'est ce qui fait qu'on se trouve dans la partie en haut à droite des Digirati. Donc je vous ai parlé un peu de tout ça, et en effet, comment on peut améliorer, comment on peut avancer dans la transformation numérique. En effet, DevOps, c'est une de ces parties. DevOps va nous aider vraiment beaucoup dans la partie modernisation des applications. Et puis, c'est l'environnement de choix pour les nouvelles applications. Donc, on va parler un petit peu de DevOps rapidement. Il me reste encore 20 minutes, donc ça. Et puis, il faut toujours parler des analystes. C'est important, quand on fait des presses, les analystes disent beaucoup de choses très intéressantes. Ce que disent les analystes, c'est, oulala, à partir de 2016, il va y avoir du DevOps un peu partout. Bah oui. Et on n'a pas attendu 2016, il y a déjà pas mal d'initiatives DevOps dans beaucoup d'entreprises qui justement sont mises en place parce que justement le business change très vite, et si on ne met pas en place des méthodes de type agile, de type DevOps, eh bien effectivement on va prendre un petit peu de retard. Comme dans mes questions de tout à l'heure, je vous ai demandé qui avait déjà lancé des méthodes agiles, qui faisait un peu de DevOps, et qu'il y a eu pas mal de réponses positives. On va passer un petit peu rapidement sur les enjeux. Mais j'insiste sur la partie DevOps. Ça a beau s'appeler DevOps, c'est pas fait pour les développeurs, c'est pas fait que pour les développeurs. DevOps, développeur bien sûr, exploit et business. Toute la partie introductive sur la transformation digitale, elle n'est pas là pour rien. On travaille tous pour des entreprises qui font du business. On ne fait pas du développement pour se faire plaisir à développer des applications. On développe des applications, on développe des services parce que justement, ça va être un avantage concurrentiel pour notre business. Parce que ça va générer de la valeur pour notre business. Donc, l'approche, la démarche DevOps, c'est bien quelque chose qui est une culture de collaboration entre plusieurs, voire toutes les entités d'une entreprise. On voit souvent ça sous l'angle du dev. En réalité, développement, exploitation, décideur. Je prends juste un exemple qui doit se trouver par là. Voilà. Voilà l'impact business de certains choix dev. Donc DevOps, c'est là aussi. Un temps d'arrêt de production business, un temps d'arrêt de production, ça peut coûter dans les centaines de milliers de dollars. Centaines de milliers de dollars. La minute. Pas l'heure ou pas la journée. Centaines de milliers de dollars, la minute. Et si on est en mode agile, si on est en mode déploiement continu, reprise sur erreur, amélioration continue, feedback continu, etc., eh bien cette erreur, elle peut être corrigée automatiquement. Ou tout du moins, on peut faire un rollback automatique. Donc au lieu d'avoir 2 heures à identifier pourquoi l'appli ne fonctionne plus, eh bien on sait qu'au bout d'une minute, l'appli est retournée à son état N-1 qui était l'état stable. Et ça, c'est automatique. Ça se fait tout seul. Pourquoi ? Parce qu'on a une chaîne complète qui nous permet dès le départ d'atteindre les objectifs business. Et c'est entre autres à ça que sert le DevOps. Et en effet, puisque je dis c'est à ça que ça sert, parce que je fais le mec qui sait plein de choses, est-ce que quelqu'un peut donner une définition du DevOps ? Est-ce que quelqu'un se lance ? L'intégration des équipes d'infra et de production dans le projet dès le début. Entre autres, oui, tout à fait. Infra, dev, qui travaillent ensemble à un objectif commun, un objectif applicatif. En réalité, il y a plein de définitions. Celles-là, elles sont rigolotes. Surtout celle du haut. Bon, c'est bon, c'est une fiche de poste. Je suis ingénieur DevOps.
Il y a plein de définitions sur le DevOps. Et aujourd'hui, il n'y en a pas énormément qui sont des définitions complètes. Donc, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de dire, regardons un peu ce que l'on fait, et est-ce qu'on est plutôt orienté DevOps? Est-ce que ça va dans le sens de ce que l'on fait? Et il y a un acteur dont on aime bien parler assez souvent, dans le cadre du développement des logiciels, et qui est un acteur assez présent sur le marché. Eh bien, cet acteur, c'est Microsoft. Mais que c'est travaille bien, Microsoft, oulala. Mais comme ça évite de dire du bien ou du mal des autres. On dit, bon ben voilà, on se la fait nous-mêmes. Je me les sers moi-même avec assez de verve. Alors, qu'est-ce qu'on veut expliquer par là? C'est que si vous regardez comment fonctionnait Microsoft et comment fonctionne Microsoft aujourd'hui avec les logiciels, vous avez tous eu la version super naze de tel service Microsoft pour lequel il a fallu attendre 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois avant d'avoir une mise à jour et que cette mise à jour corrige les bugs. Vous pouvez être honnête, hein. On a beau être chez Microsoft, vous pouvez être honnête. Peut-être. Peut-être. Mais vous avez tous raison. Avant, on travaillait comme ça, là-haut, là. Et pour délivrer un produit de qualité, c'était tout à fait possible d'avoir à attendre 3 ans pour avoir un produit dont la qualité était conforme à l'attente des utilisateurs finaux. Oui. Et au fur et à mesure du temps, on a changé. On a changé pourquoi? En effet, si on considère les licences Windows, etc., on a à peu près 1 milliard de clients. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il est possible d'avoir un chef produit pour 1 milliard de clients? Ça me paraît humainement difficile. Donc il a bien fallu trouver un moyen de travailler en mode continu, amélioration continue, sur tous les produits, sur tous les projets, sur tout ce qu'on appelle les entités chez nous, pour pouvoir justement avoir des cycles de déploiement beaucoup plus rapides, beaucoup plus proches de la réalité, beaucoup plus proches des besoins des clients. Et en effet, donc là on prend un exemple générique qui dit de 3 ans à 3 semaines, mais ce n'est pas tout à fait faux. On est aujourd'hui dans des méthodes plutôt de type agile, où on va sprinter chez beaucoup d'équipes produits chez nous, par rapport à des équipes qui étaient proches du waterfall des années 80, 90, etc. Moi je développais dans les années 90, hein, donc le waterfall c'était bien. On était dans notre coin, dans notre bunker, on avait des specs, on faisait bien ce qu'il y avait écrit sur les specs, c'était pas les utilisateurs qui avaient écrit les specs, donc nous on était méga contents, les utilisateurs étaient hystériques, mais à la fin on disait ah ben non, moi j'ai raison, c'est les specs. Hein. C'était le mode de travail initial. Maintenant on est plutôt dans ce mode-là, et ça nous permet de délivrer des solutions plus agiles, plus rapides, plus simples, intégrées en permanence. Un des exemples c'est Office 365. Qui utilise Office 365 ici? Il y en a bien quelques-uns, mais oui. Dans Office 365, vous avez PowerPoint, comme celui-là, sauf que moi, j'ai pas du 365, j'ai du pur et dur. Dans PowerPoint, qu'est-ce qui se passe à un moment quand vous faites votre presse? Vous appuyez sur le bouton diaporama. Et derrière le bouton diaporama, il y a une équipe. Il n'y a pas une équipe derrière PowerPoint, il y a une équipe derrière le bouton diaporama. Et lorsque l'équipe décide qu'elle va rajouter une feature dans le diaporama, ou améliorer, ou accélérer, ou rendre différent le diaporama, eh bien ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va développer sa nouvelle fonctionnalité, elle va la déployer de manière mondiale, puisque 365 c'est dans le cloud, et puis elle va s'activer. Et puis quand elle va s'activer, manque de peau, on n'avait pas bien vu que s'il y avait un cas particulier qui faisait que le diaporama allait moins bien fonctionner qu'avant. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On va fouetter l'équipe diaporama? Exactement, il y a un rollback. Sauf que ce rollback, il est full automatique. On met en ligne, il y a un problème, il y a un rollback. Donc la plupart des utilisateurs qui ont levé la main ici n'auront même pas vu qu'il y a eu changement de feature et mise à jour en rollback de cette feature. Et comment ça peut être automatique? Alors on peut prendre cette décision, et cette décision elle peut être prise automatiquement. Justement, comment elle peut être automatique à votre avis? Parce qu'on a des cycles de feedback, parce qu'il y a de la métrologie, il y a de la métrologie au niveau mondial avec les milliards d'utilisateurs. Et donc cette métrologie, comme on a une quantité d'informations qui est extrêmement élevée, elle nous permet de prendre des décisions de manière automatique, machine learning, et qui nous permet de dire, voilà, oui, ça ne va pas selon les normes de qualité qu'on avait définies, hop, rollback.
Il y a des bêta-tests qui sont quand même faits avant. Il y a des tests automatiques, il y a des bêta-tests. Alors en réalité, ce ne sont pas des bêta-tests, c'est ce qu'on appelle de l'A/B testing. Donc en fait, on va prendre une petite partie de la population, et ça fait partie des cycles agiles et cycles DevOps. On prend une petite partie de la population, soit de manière automatique, soit de manière aléatoire, soit de manière ciblée. Et cette petite partie de population, elle a le droit à la nouvelle fonctionnalité. Elle ne le sait pas forcément d'ailleurs, dans certains cas on ne le sait pas. Et si cette nouvelle fonctionnalité va bien, cette petite partie de la population va devenir un petit peu plus grande. Et ainsi de suite. Donc c'est A/B testing, on va switcher de l'ancienne version à la nouvelle version. Mais grâce à la métrologie, en effet, on peut faire un retour arrière sans que ça impacte les utilisateurs. Sans qu'on leur dise « Oh là là, attendez, on va vous faire une release là, en fin de semaine prochaine, parce que de toute façon, on ne release que le vendredi. Et le vendredi à partir de 16h, donc là, désolé, pas de diaporama, mais vous en aurez à partir de la semaine prochaine. Terminé. Tout ça, ça vient tout seul avec les cycles DevOps. Le feedback utilisateur, on l'obtient de deux manières. La première, c'est la manière automatisée. Donc on a énormément de métriques qui sont prises dans le cadre de l'utilisation des applications, en particulier sur 365, plus des enquêtes de satisfaction auprès des clients. Les deux comptent. Oui. Dans les métriques, vous avez plein de choses. Vous avez des métriques qui sont assez basiques. Entre le moment où j'ai fini ma dernière diapositive et le moment où j'appuie sur le bouton diaporama, il s'écoule un certain temps. Pourquoi il est plus long chez certains et pas chez d'autres? J'utilise toujours la police Calibri parce que je ne sais pas pourquoi, mais 97% de la population utilise la police Calibri. Du coup, on va peut-être augmenter le nombre de polices dans la liste des polices disponibles de Office 365 pour PowerPoint. Les gens utilisent le fond bleu. Pourquoi ils utilisent le fond bleu? Ah tiens, on se rend compte que le fond bleu est un fond qui permet d'être moins agressif. Du coup, les gens, sans le faire exprès, utilisent le fond bleu. Ah, on va regarder, on va faire des études d'ergonomie sur le bleu. Il y a énormément d'informations que l'on peut avoir uniquement sur le comportement des gens. Je parlais d'Amazon tout à l'heure. Amazon, eux, ils suivent la souris. Lorsque vous êtes sur le site commerçant et que vous déplacez votre souris, en fait, on essaye d'analyser s'il n'y a pas une hésitation à passer sur le bouton acheter. Et si on passe sur le bouton acheter mais qu'on ne clique pas, on va essayer de savoir pourquoi on n'a pas cliqué. Donc toutes ces informations-là sont des informations qu'on peut récolter et qui nous permettent de prendre des décisions. Soit dans le cadre de l'amélioration du produit, soit dans le cadre de la réparation d'un certain nombre de dysfonctionnements ou d'éléments. On crée une nouvelle feature, tout le monde est super content. Je fais une super feature, elle est géniale. Personne ne clique dessus. Pourquoi? Est-ce que le bouton est mal placé? Est-ce qu'il n'est pas beau? Est-ce que la feature est nulle? Voilà. Donc ça, ce sont les informations qui nous manquent. Et du coup, je papote et je prends du retard, etc. DevOps, ça nous aide aussi dans le cadre de l'innovation. Ça nous aide, ça vous aide, et ça aide vos utilisateurs finaux, vos clients. Nous, ça nous aide à vous fournir des nouveautés avec un rythme de folie. Sur le cloud d'Azure exclusivement, je ne parle que du cloud d'Azure. Sur le cloud d'Azure, nous avons livré plus de 500 nouveautés l'année dernière. Ça fait plus d'une par jour. Et si on compte en jours ouvrés, ça fait plus de 2 par jour. Ça, on ne peut pas le faire en waterfall classique. Donc, on fournit une grande capacité d'innovation, mais à vous, en tant que développeur, en tant que concepteur, en tant que business, en tant qu'exploit, on vous fournit des innovations. Je vais parler de Cortana, Cortana, intelligence, traduction, etc. Toute une suite d'analytiques qui sont totalement à votre disposition en termes d'API. Event Hubs et compagnie, on est plutôt dans l'IoT. On a des objets connectés là-haut. Tout ça, ce sont des nouveautés qu'on vous propose à un rythme fou de 500 à 700 innovations par an. Mais si on vous fournit de l'innovation, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous en servir. Vous en servir pour fournir quoi? De l'innovation à vos clients. Et c'est un peu le but des cycles itératifs, c'est d'être extrêmement innovant avec une très grande rapidité pour que justement vous puissiez être extrêmement innovant pour l'avenir. Alors les valeurs qu'on attend, j'essaye d'aller un peu plus vite parce que je suis très en retard. Les valeurs qu'on attend du DevOps, on les a vues, l'agilité, le multiplateforme, le fait d'être accessible par tout le monde, n'importe où, n'importe quand, une dimension mondiale avec le cloud, etc. etc., etc. Et lorsqu'on demande justement ce que les dirigeants attendent du DevOps, on va retrouver toujours les deux mêmes choses. L'amélioration de la collaboration, et celle-ci c'est un peu le résumé ou la résultante des autres. Le client. Le client est au centre. Le client est au centre de nos préoccupations. Et en effet, le client, avec du DevOps, on va pouvoir écouter le client sur tous les angles. Justement, on le disait tout à l'heure, l'angle de la maintenance, l'angle de la production, l'angle des tests, de la validation, etc., etc. Et ça nous permet aussi de nous poser la question sur l'entreprise agile elle-même.
Est-ce que certains d'entre vous font partie d'une entreprise qui commence à lancer des initiatives agiles, mais plutôt dans l'organisation? Voilà, ça commence. Donc on se rend compte que pendant très longtemps, on a parlé d'agile, mais plutôt dans cette zone-là, dans l'IT, dans le dev, dans le programme, dans les applications, etc. Mais on s'est dit que si ça marchait pour l'IT, ça marche pour les process. C'est un peu pareil, les process et les applis. Un peu plus humain, mais c'est à peu près pareil. Et si ça marche pour les process, ça peut marcher dans l'organisation. Pourquoi dans l'organisation? Parce que qu'est-ce qu'on va mettre au centre? On ne va pas mettre les utilisateurs, on va mettre les humains. On va mettre les gens de l'entreprise au centre des préoccupations de l'entreprise. Et ça marche vachement bien. Et on en arrive à la même conclusion, l'innovation. Alors vite, pour ne pas perdre de temps. Là, je reprends encore nos petits camarades de jeu pour essayer de dire que ce sont les premiers à utiliser tout ce que je viens de dire. Uber, par exemple. En fait, on ne le sait pas, mais Uber, c'est une plateforme avec des API libres. Hein. Si je veux connaître la liste des derniers trajets que j'ai faits, je vais sur developer.uber.com et il y a un ensemble d'API sur lesquels je peux retrouver cette information. C'est sécurisé, donc il me faut obtenir une clé, etc. etc. Mais aujourd'hui, Uber, c'est un système qui est totalement ouvert. Qu'est-ce qu'il y a de méga supra ouvert encore plus? Facebook. Les milliards d'applications Facebook qui sont développées, elles sont toutes développées sur le graphe de Facebook. Donc Facebook délivre des API pour qu'on puisse créer des applis sur leurs API. C'est génial en termes de business. Les API sont gratos, les services contenus, un peu moins. Ah, on fait du business. De qui je peux parler encore? Netflix, délivrer le plus vite possible. Netflix, dès qu'il y a un nouveau film qui sort ou un nouvel épisode, ils ont plusieurs centaines de profils à encoder. Plusieurs centaines de profils. Les profils sont les profils vidéo, justement. Est-ce que c'est pour le téléphone? Est-ce que c'est pour le téléphone en 3G, le téléphone en Wi-Fi, la télé 4 tiers, la télé 16/9, le son HD surround, etc. Il y a plusieurs centaines de profils pour un épisode, plusieurs centaines de profils à créer. Vous croyez qu'ils se sont pris la tête à développer un encodeur qui fait les centaines d'épisodes? Ben non, ils utilisent des services cloud. Ils filent le fichier à encoder, eux sont les maîtres des profils, donc ils connaissent très bien les réglages les plus fins. Mais ce n'est pas eux qui encodent, s'en foutent. Ils utilisent quelque chose qui leur permet de passer à l'automatisation autant que possible. Et ainsi de suite. Donc tous ces clients-là, et toutes ces références-là, sont des références qui appliquent le DevOps, chacune à son étage, mais en tout cas qui l'appliquent complètement. Du coup, c'est un bon exemple, non? Parce que je pense qu'ils sont assez successful, ces gens-là. Donc s'ils le font, peut-être qu'il y a 2-3 raisons pour lesquelles c'est peut-être judicieux de regarder un peu comment et pourquoi ils l'ont fait. Je vous invite d'ailleurs à regarder, la plupart de ces sociétés-là ont des blogs tech, donc vous pouvez regarder les tech blogs de ces sociétés-là et vous aurez des bonnes surprises. Je voudrais revenir sur Uber quand même parce que je suis très fier. Donc Uber est un client Azure, cloud Microsoft, et vous savez ce qu'ils utilisent dans Azure? C'est une composante essentielle de l'application. Essentielle parce que c'est une composante de sécurité. Vous savez ce que c'est? Non. C'est les services analytiques d'Azure qui permettent de quoi? De reconnaître le chauffeur. Lorsque le chauffeur prend son service, au hasard, on lui dit « prends-toi en photo avec ton téléphone » et on est capable de reconnaître les visages. Donc on fait de la reconnaissance faciale et on dit « oui, c'est bien le chauffeur qui est bien dans l'application et qui est bien dans son véhicule ». Il peut donc prendre des clients. Si jamais on ne reconnaît pas le chauffeur, on lui dit « c'est louche ». Et il y a d'autres process. Donc uniquement en se prenant en photo, on peut reconnaître que c'est le bon chauffeur. Et en plus, on est supradoué, on est capable de lui dire « ah, t'as mis des lunettes aujourd'hui, d'habitude, t'as pas de lunettes, enlève tes lunettes ». Donc, justement, Uber, eux, ils se simplifient la vie, comme on l'a vu pour Netflix, en disant « on va pas se prendre la tête à réinventer la roue de la reconnaissance faciale. On va utiliser un service Azure qui va permettre de faire de la reconnaissance. Et en plus, on va utiliser un service qui, lui, est backé par une société comme Microsoft et qui nous permet de garantir la sécurité de nos utilisateurs. » Donc c'est non seulement un élément clé, mais en plus, c'est un élément important pour eux. Il reste 3 minutes. Très vite, je parlais tout à l'heure d'une culture commune entre l'exploit,
les devs et le business, on va faire vite. Si j'ai une exploit qui est super agile, qui est capable de mettre à jour des trucs et des bidules et changer de manière constante, mais qu'en fait, je publie une appli tous les 3 ans, ça sert à qui? À personne. En fait, il y a juste l'exploit qui s'éclate la quiche en disant « ouais, je suis super agile ». Mais ça ne va rien apporter. De même, si j'ai des développeurs qui, eux, ont toute une chaîne d'intégration continue, de déploiement continu, etc., et qui sont super à la page, mais que l'exploit leur dit oh, pop, 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 à la prod ici, là, voilà, nous on livre pas avant le vendredi 16h. Ben, c'est pareil, ça sert à rien. Et de la même manière, si on a Dev et Ops qui travaillent main dans la main et qui sont capables justement d'avoir ce cycle-là, et qui sont très efficaces, et qui sont très innovants, et qui sont capables de délivrer des choses très vite, très neuves, très fréquemment, si derrière le business n'est pas au courant de leur capacité, ben, le business, jamais il leur demandera. Je dis, oh, j'ai une super idée. Ah ouais, mais l'informatique, c'est un peu des boulets. Alors, avant que j'obtienne quelque chose de l'informatique, ça va être un peu long. Donc, c'est une vraie collaboration. Exploit, dev, business. Et c'est ce qu'on appelle une stratégie DevOps. Une stratégie DevOps, ça se fait dans tous les étages de l'entreprise. Tous. Si on en loupe un, bah, ceux qui font du DevOps par rapport à ceux qui n'en font pas, c'est un peu perdu. Alors, les practices, pour une autre fois. Je ne sais pas si on fournit les slides après, si? Oui? Oui. Un peu de publicité, hein? Chez Microsoft, on est chez Microsoft, tout ça. Oh, si je vous ai dit que c'était vachement compliqué, mais que c'était vachement bien, c'est parce qu'on a tous les produits pour le faire. Voilà. Donc, il y a les produits de développement. Vous avez le stand de Visual Studio à l'extérieur. Donc, Visual Studio Team Services, TFS, Team Foundation Server, qui vous permettent de faire du développement du cycle de vie des applications, etc., etc. Bien sûr, il y a Azure, le cloud, sur lequel vous pouvez déployer vos applications en un clic, fiable, robuste, évolutive, scalable dans le monde entier, etc., etc. Et ensuite, un temps de mise à disposition et de mise sur le marché qui sont excessivement courts. Donc vous trouverez chez Microsoft, chez les autres aussi bien sûr, mais chez Microsoft particulièrement, vous trouverez tous les outils qui vous permettront d'être agile et de développer vos applis. Et justement, dans tout ce qu'on va trouver, on va trouver le fait que la plateforme Microsoft est une plateforme particulièrement ouverte, surtout depuis les dernières annonces de hier, ce matin, hier. On fait partie de la Linux Foundation. Microsoft fait partie de la Linux Foundation depuis hier. Ça fait réagir personne. Ah bon, quand même. C'est quand même quelque chose d'assez important. On fait partie de la Linux Foundation. Très bien, oui. On pourra en discuter tout à l'heure. Alors, sur le cloud Azure de Microsoft, que je représente fièrement, il y a des solutions qui s'appellent, en marketing, on n'est pas très bon, ça s'appelle quand même Active Directory B2C. Ça s'appelle Active Directory, mais ça n'a rien à voir. C'est un fédérateur d'identité ou un fournisseur d'identité sur lequel on peut s'appuyer sur les entités, genre Facebook, Google, Amazon, etc. Donc on peut faire ce genre de choses et on n'a pas forcément besoin de l'Active Directory. Mais c'est une excellente question. Et justement, ça rebondit sur l'ouverture. On a vécu des années un peu microsoftiennes. Là, ça fait 2-3 ans où justement on vit une ouverture grande. Le Linux Foundation tout à l'heure, j'en ai fait la blague, mais c'est quand même un signe très fort. Vous regarderez les applications Microsoft sur iOS, elles font partie des applications qui sont les mieux finalisées. Donc on investit massivement dans tout ce qui existe. Dans l'open source, bien sûr, dans toutes les plateformes qui existent pour que vous ayez la liberté de faire ce que vous voulez avec les plateformes Microsoft et ne pas être forcément parfois un peu attaché à certains détails particuliers. Le cloud d'Azure, on en sort aussi facilement qu'on y rentre. Hein. Donc le boulot des gens comme moi, architectes, c'est de vous rendre heureux sur les clouds parce que comme ils sont basés que sur des standards, ben le jour où vous en avez marre, vous pouvez aller ailleurs. Et ça, on n'aime pas trop. Donc j'insiste sur le côté ouvert, j'insiste sur la sécurité. Tout à l'heure, je vous ai demandé si chez Uber, on avait piqué des cartes bleues, si chez Amazon, on avait piqué des cartes bleues. Est-ce que vous avez entendu dire qu'on avait piqué des cartes bleues sur le cloud d'Azure, par exemple? Le premier qui répond oui va avoir des soucis personnels avec moi. La réponse est non, bien sûr. Donc la sécurité, c'est la priorité numéro 1. En fait, on a 2 priorités numéro 1. On n'a que des priorités numéro 1. Et puis derrière, on va trouver justement tout ce qui est l'agilité. Et je termine parce que j'ai 3 minutes de retard. Hop, hop, hop. Donc c'est Satya qui le dit. Hein. Merci, tout ça, voilà.
J'ai pris un petit peu de retard. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu pour cette présentation. Je suis au stand tout à l'heure, parce que je crois que c'est la pause maintenant. Donc si vous avez des questions, j'aurais bien voulu avoir 5 minutes de questions, mais je suis en retard. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition juste à l'extérieur au stand de Visual Studio. C'est ça, c'est ce studio. Merci beaucoup.